Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, renégociation des accords de pêche entre le Sénégal et l'Union européenne. L'UE respectera le libre choix des nouvelles autorités sénégalaises. L'accord de partenariat de pêche durable entre le Sénégal et l'Union européenne arrive à terme au mois de novembre prochain. Charles Michel, le président du Conseil européen, regrette cependant la perception décalée des propagandistes à ce sujet. Création d'une coopérative agricole communale, le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage déplore l'importation de plus de 300 000 tonnes de fruits et légumes chaque année. Il est temps de renverser cette tendance. Rencontre entre le président de la République et le secteur privé. Le gouvernement veut développer un secteur privé fort en renforçant les capacités des entreprises et en développant des chaînes de valeur des produits miniers et pétroliers. À la une également, la célébration de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. L'autorité rappelle l'importance de la protection de la propriété intellectuelle pour encourager la créativité et l'innovation. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. L'accord de pêche, de partenariat de pêche durable entre le Sénégal et l'Union européenne arrivera à terme au mois de novembre prochain. Selon le président du Conseil européen, l'UE respectera le libre choix des nouvelles autorités sénégalaises. Cependant, Charles Michel regrette la perception décalée des propagandistes. Ces derniers alimentent le poison de la division, le poison de la polarisation. En visite de travail au Sénégal, Charles Michel a accordé une interview exclusive à la TFM. Synthèse, Mambiram Diouf. C'est à la fin de cette année qu'arrive à terme l'accord de partenariat de pêche durable entre le Sénégal et l'Union européenne. Cet accord quinquennal renouvelable par tacite reconduction a plusieurs fois été décrié par une frange de l'opinion sénégalaise. Ce protocole représente un montant global de plus de 15,25 millions d'euros sur 5 ans, soit plus de 3 millions d'euros par an. Les navires européens bénéficient d'un tonnage de référence de 10 000 tonnes pour les thonidés et d'un quota de 1 750 tonnes de merlu noir. On a l'impression que sur ce sujet-là, il y a une réalité que nous voyons et nous sommes prêts à regarder de manière contradictoire et de manière objective avec la partie sénégalaise cette réalité. Et puis il y a une perception qui est très décalée et là-dessus se grèvent des propagandistes qui veulent mettre de l'huile sur le feu, alimenter le poison de la division, le poison de la polarisation. Et nous, ce qui nous intéresse, ce sont les pêcheurs sénégalais. C'est vraiment les pêcheurs sénégalais, y compris les pêcheurs artisanaux, soient respectés. Ils sont organisés en associations, en syndicats et nous n'avons aucune difficulté à faire toute la transparence complète sur ce sujet. La gestion durable du secteur de la pêche et de l'aquaculture est une des priorités du nouveau régime. Dans le programme du candidat Diomaye Faye, il est clairement mentionné. Nous suspendrons et évaluerons tous les accords de pêche de la zone économique exclusive et auditerons le pavillon sénégalais. Une affirmation qui laisse présager un New Deal entre l'UE et le Sénégal dans ce secteur stratégique pour l'autosuffisance alimentaire. L'accord vient à échéance à la fin de cette année-ci, au mois de novembre, et donc on a un devoir de part et d'autre. Et on a le devoir de part et d'autre d'amener de la rationalité. Je veux ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Et donc je pense que l'on doit d'abord avoir l'échange qui permet à la partie sénégalaise de nous présenter leur vision, leur interprétation de la situation. Et si les nouvelles autorités décidaient tout bonnement d'arrêter cet accord ce serait la responsabilité des nouvelles autorités et ce serait leur libre choix, et moi je respecterai toujours le libre choix des autorités de prendre une décision telle que celle-là, qui aurait naturellement un impact, puisque ça aurait un impact en termes de capacité d'exportation vers l'Union européenne. 28 tonniers sonneurs, 10 tonniers canneurs, 5 tonniers palangriers et 2 merlutiers opèrent sur toute la longueur de la côte ouest africaine. L'accord de partenariat de pêche durable entre le Sénégal et l'UE a permis de nombreuses réalisations en faveur des acteurs de la pêche depuis 2014, comme la modernisation du quai de pêche de Hann ou la construction du quai de Nangan-Sambou. La pêche artisanale sénégalaise représente environ 400 000 tonnes débarquées par an et la pêche industrielle nationale et étrangère environ 100 000 tonnes. Entretien avec Charles Michel assure tout à l'heure après votre rendez-vous au Soir d'Info, la suite avec Pape Abdoulaye Der.
Le Sénégal importe 300 000 tonnes de fruits et légumes chaque année, soit une sortie de devises dans l'ordre de 66 milliards de francs CFA selon le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage. Pour inverser cette tendance, Mabouba Diagne annonce la création d'une coopérative agricole communale. Nous voici avec notre équipe à Rufisque. Le Sénégal importe aujourd'hui plus de 340 000 tonnes de fruits et légumes. C'est l'équivalent de 66 milliards de francs CFA. Importer autant d'argent, importer autant de tonnage de fruits et légumes, c'est exporter des jobs. Aujourd'hui, nous sommes en train d'envisager de créer un concept de coopérative agricole communale pour installer des jeunes, des femmes dans des fermes très similaires comme ça, mais avec l'accompagnement des techniciens comme vous. L'agriculture est devenue une science. L'agriculture est devenue une précision. Si en plein champ, on peut se permettre d'atteindre des rendements de 40 à 50 tonnes, sous les serres, on peut aller jusqu'à 100 tonnes. C'est du simple au double. Sachez que je m'engage personnellement, comme le ministre, en tant que ministre, mais en tant que aussi citoyen sénégalais, que tout le ministère, et j'ai déjà donné des instructions à mes équipes, que la convention avec l'ANIDA, nous allons la signer, et je vais la signer avec vous, M. Fall, dans les 30 jours qui vont venir. Une croissance forte tirée par un secteur privé fort, c'est la volonté de l'État du Sénégal, sujet abordé lors de la rencontre entre le président de la République et le secteur privé. Le gouvernement veut développer un secteur privé fort en renforçant les capacités des entreprises et en développant des chaînes de valeur des produits miniers et pétroliers. Cher Diop. 90% des entreprises sénégalaises sont du secteur privé national. Malgré cette présence remarquée, les privés sénégalais font face à d'énormes difficultés. Les problèmes majeurs, si vous voulez appliquer la loi, il faut des institutions. Le secteur privé, on a ignoré l'institution consulaire qui par la loi représente le secteur privé et qui est présent partout au Sénégal. Et qui a des correspondants partout dans le monde. Et en même temps, même les études de l'ANSD montrent que les chambres consulaires, chambres de commerce, centres de métiers, sont beaucoup plus performants que les agences d'appui, que ce soit APIX, que ce soit ADPM. Donc c'est ça le problème du secteur privé. Il faut qu'on organise le secteur local parce que les entrepreneurs étrangers, ils viennent prendre les marchés. Le secteur est aussi important pour un bon fonctionnement du pays. Sur le plan économique, un problème d'identification, de moyens financiers et techniques et un autre goulot d'étranglement qu'il faut dénouer. D'abord, il faut comprendre que le secteur privé national a besoin donc des banques qui doivent l'accompagner pour l'exécution donc de ces tâches, de ces marchés-là. En termes de commande publique, aujourd'hui, on parle de la commande publique représente environ 2,5 à 3 000 milliards de francs CFA donc chaque année. Et cette commande publique-là doit être donnée directement au secteur privé national. Si on veut que le secteur privé national soit dynamique et résilient. Et si on veut une économie endogène, si on veut une économie dont la croissance va être une croissance endogène, il faudra que cette économie soit portée par un secteur privé national. Aujourd'hui, pourquoi on dit que la croissance elle est extravertie? Parce que notre secteur privé ne porte pas notre croissance. Un changement pour une bonne méthode s'impose. Une réorganisation. Secteur privé, l'ancien patronat qui était là, ce n'était pas des bosseurs. Bon, il faut qu'on essaye de réorganiser ça, de faire une rupture et d'amener la jeunesse. Oui, je suis d'accord. Je suis parmi eux qui demandent des élections. Vous savez qu'il y a des personnes qui sont là depuis 40 ans, qui jouissent des ressources de l'État pour leur propre intérêt. Ils étaient tous là, les acteurs du secteur autour d'une table avec le président Bassirou Diomaye Faye. Des réformes et des propositions ont été faites façon de trouver des solutions à tous les problèmes que rencontre le secteur privé national.
Alors maintenant à Ziguinchor pour parler enseignement. À Ziguinchor, le mandat du recteur de l'université Assane Seck arrive à terme le 20 mai prochain, mais jusqu'à présent aucun appel à candidature en vue de la désignation du nouveau recteur n'a été lancé, s'indigne la section locale du SAES. Face à la presse ce matin, les syndicalistes ont fait savoir qu'à ce sujet, aucun comité de sélection n'a encore été mis en place à ce jour, déterminé à s'opposer à toute forme de prolongation du contrat du recteur. Voici Alexandre Colli, coordonnateur de la section, avec notre équipe à Ziguinchor. Plusieurs rencontres au cours desquelles le bureau de la coordination SAES de l'université Assane Seck de Ziguinchor n'a cessé de rappeler à l'administration rectorale de l'université Assane Seck de Ziguinchor des urgences notoires inhérentes au bon fonctionnement de l'institution. Le bureau de la coordination décide alors de sortir de son mutisme afin de dénoncer de tels manquements. Il s'agit d'emblée de l'appel à candidature en vue de la désignation du nouveau recteur de l'université Assane Seck de Ziguinchor qui attend toujours d'être lancé alors que le mandat du recteur actuel prend fin le 20 mai 2024. Il faut signaler qu'à ce jour, ni le comité de validation et de sélection n'est mis en place, ni le dit appel à candidature n'est élaboré. Cette situation est d'autant plus préoccupante que la coordination n'acceptera aucune forme de prolongation d'un tel mandat à compter de cette date. En d'autres termes, elle s'opposera à toute forme de délégation spéciale à accorder à l'actuel recteur. En outre, la coordination SAES de l'université Assane Seck de Ziguinchor exige de l'administration rectorale le paiement sans délai des dettes dues aux pairs, heures complémentaires, voyages d'études, subventions et aux vacataires. Par ailleurs, la coordination SAES de l'université Assane Seck de Ziguinchor n'acceptera nullement que les chantiers entamés depuis 2015, déjà en état de délabrement avancé, soient livrés dans de telles conditions. Inadéquation des effectifs étudiants, enseignants et personnel administratif et déficit d'infrastructures sont les principales causes des perturbations notées sur le calendrier académique. C'est ce qu'annonce le professeur Yankoba Seydi, l'ancien secrétaire général de SAES section Dakar et membre du conseil académique, esquisse quelques pistes de solutions, notamment le rééquilibrage des ratios, la mise en place de nouvelles infrastructures, mais aussi renforcer les autres universités. Dissa Prera. Depuis quelques années, le calendrier académique des universités est complètement chamboulé. Des examens qui se déroulent très tard et des années académiques qui se chevauchent. Une situation longtemps déplorée et dont les causes sont aussi identifiées. La question de l'inadéquation des effectifs. Vous avez à l'UCAD, par exemple, 91 000 étudiants. Vous savez le nombre d'enseignants permanents que nous avons? Nous avons 1457. Et le nombre d'enseignants vacataires dépasse même ce nombre de permanents. C'est-à-dire que nous avons 1500 enseignants vacataires. Donc, quand vous avez cela, un ratio très faible, forcément, c'est la première source de perturbation du calendrier. Parce que vous donnez un volume important de travail à un nombre très petit de personnel, que ce soit les personnels enseignants ou personnel administratif et technique. Et souvent, au-delà de ces raisons évoquées, il y a aussi les grèves des étudiants, du personnel administratif, mais aussi des facteurs externes à l'enseignement supérieur. Et pour régler la question, le professeur Seydi et sa commission ont émis des recommandations et des propositions. La solution est très simple. Il faut avoir des effectifs qui sont adéquats. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir un nombre d'étudiants qui ne correspond pas au nombre d'enseignants et de chercheurs et aussi au nombre de personnel administratif, technique et de services. Le deuxième problème, c'est quoi? On a parlé encore des effectifs. Il faut maintenant comprendre qu'il faut recruter. Il faut recruter suffisamment de bras pour les enseignants, suffisamment de bras pour le personnel administratif, technique et de services, et ne pas envoyer de bacheliers quand il ne faut pas les envoyer. C'est-à-dire que vous savez que le nombre d'étudiants
normal, c'est ce nombre-là pour chaque université, il n'y faut pas envoyer. 25 milliards de francs CFA, ce serait le montant que perd l'État chaque année avec les perturbations du calendrier académique. Une manne financière que l'État veut désormais économiser en faisant de sorte que la situation redevienne à la normale. Merci Dissa. À Bargny, la lutte contre les industries polluantes se poursuit. Le député à l'Assemblée nationale, Guy Marius Sagna, déclare qu'il va saisir le gouvernement à travers une question écrite pour savoir les conditions dans lesquelles la centrale à charbon a été installée dans la zone. Il n'écarte pas de solliciter de l'État une enquête parlementaire parce que ces établissements classés font des ravages. Une proposition accueillie avec beaucoup de bonheur par les femmes transformatrices des produits halieutiques du site Helcom. Voyons tout cela avec Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bambassamp. La vie des habitants est empoisonnée par les industries polluantes. Après des années de lutte sans succès, les populations peuvent compter sur le soutien de Guy Marius Sagna. Le député à l'Assemblée nationale compte adresser une question écrite au gouvernement à travers l'Assemblée nationale. Il n'écarte pas aussi de demander une enquête parlementaire. D'informer le gouvernement déjà, parce que c'est un nouveau gouvernement, de les informer, de les interpeller par rapport à cette situation, aux conséquences dramatiques, notamment sur leur santé, aux conséquences dramatiques sur le plan foncier. Le gouvernement sera interpellé à travers notamment une question écrite et au besoin, peut-être même que nous déposerons une proposition de résolution de mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire pour savoir les conditions dans lesquelles cette centrale à charbon a été installée ici, mais aussi pour voir tout l'accaparement foncier que l'on note ici. Une bonne nouvelle pour les femmes transformatrices du site Helcom. À l'honorable, on a espoir qu'il y a les gouvernements passés, on avait du mal à les convaincre de venir en aide aux populations de Bargny. Mais on a espoir. On a espoir qu'ils n'étaient pas dans l'État, mais c'était toujours levé pour être aux côtés des communautés, surtout les communautés affectées. Il a mené beaucoup. Bargny est aussi victime de l'érosion côtière. Les habitants attendent de la part des nouvelles autorités des solutions. Présentation du rapport de la mutuelle de santé des agents de l'État du Sénégal. Des lenteurs sont soulevées dans le règlement des facturations. Le président de la mutuelle, Babacar Ngom, est d'avis cependant que les procédures sont en cours pour remédier à cela vu l'avancement des discussions avec les autorités concernées. Le voici avec Mamadou Fall et Yaya Diallo. Administrer ce système n'est pas simple. Nous le disons aux adhérents. C'est traiter beaucoup de papiers, c'est prendre des délais. Et souvent, il y a des lenteurs qui justifient vraiment le retard dans les paiements. Mais en réalité, la solution, elle est institutionnelle. Nous le disons aux adhérents pour qu'ils le comprennent. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment en avant sur ce portail numérique qui permettra à l'adhérent d'accéder directement, de délivrer lui-même son bon de commande, sa lettre de garantie et de télécharger même ses factures au sein du dispositif et pouvoir être payé par Wave. Donc voilà, nous avons aussi le plaisir d'annoncer l'ouverture de ce qu'on appelle le centre médico-social du Cap-Vert, qui est installé ici au 4e étage de l'immeuble de la mutuelle. Et nous démarrons par unité bucco-dentaire. L'unité va fonctionner dans la semaine avec 3 fauteuils dentaires. Restons toujours dans le domaine de la santé à Matam, la région avec un fort taux de mortalité maternelle et infantile. Les sages-femmes y vivent des conditions extrêmement difficiles, disent-elles. Annonce faite à l'occasion de la journée régionale organisée dans cette zone. Nous voyons ce sujet réalisé par Ali Bandegnan et Lachli. Maillon essentiel du système de santé de la reproduction, les conditions de prise en charge des sages-femmes sont l'une des meilleures dans la région de Matam. En dehors des 3 hôpitaux, la plus grande majorité d'entre elles sont engagées par les communautés. Et malheureusement, celles-ci sont régulièrement zappées pendant le recrutement de la fonction publique. En célébrant la journée de la sage-femme à Matam, Fatoumata Niang, la présidente... Il y a des sages-femmes qui sont là, qui sont des contractuels communautaires, c'est-à-dire c'est des villages qui les prennent. Vous savez ce que ça engendre la plupart du temps. L'autre problème, c'est qu'il y a des contractuels qui sont là, qui peuvent rester pendant 3 à 4 mois sans recevoir le salaire. L'éloignement,
c'est des femmes qui sont dans des zones éloignées, quelquefois sans électricité, sans eau. Mais même par rapport à cette contractualisation, s'il y a des contrats, un quota pour la région, au lieu de prendre les sages-femmes qui sont au niveau de la région, et les gens prennent d'autres sages-femmes qui viennent. Et quelquefois, c'est des sages-femmes qui ne connaissent pas le milieu et ça pose un problème d'adaptation par rapport à ça. Par rapport aux fonctions publiques, on a vu qu'il y a un peu de l'injustice par rapport à... Parce qu'on voit des gens qui sont sortis récemment, recrutés, alors qu'il y a des gens qui, pendant 4 ou 5, 6 ans, 7 ans, sont en train de faire des contrats à n'en finir et qui n'ont pas été vraiment recrutés. Donc c'est les problèmes qui sont là au niveau de la région et qui touchent l'ensemble des prestataires, mais plus précisément nous les sages-femmes. Une précarité qui pourrait justifier le fort taux de mortalité maternelle et infantile dans la région. Seulement, avec l'avènement de nouvelles autorités aux commandes, les sages-femmes de la région de Matam espèrent... Merci Ali. C'est au cœur de l'Institut médico-éducatif dédié à la déficience intellectuelle, le centre Aminata Mbaye de Grand-Yoff, que la célébration de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur a été lancée ce mardi sous la présidence de la ministre de tutelle. Cette célébration de la Journée mondiale du droit et du droit d'auteur, du livre et du droit d'auteur est l'occasion de rappeler l'importance de la protection de la propriété intellectuelle pour encourager la créativité et l'innovation. Compte rendu Ibou Diouf et Amadouba. En somme, la musique douce et l'ambiance paisible de la bibliothèque créent une atmosphère propice à la découverte et à la réflexion. Les acteurs du livre et les élèves se rassemblent pour célébrer la Journée mondiale du livre, partageant leur amour pour les livres et la lecture. Cette journée spéciale est aussi une occasion de découvrir de nouveaux auteurs, de rencontrer des passionnés du livre et de célébrer la magie de la lecture. L'avenir du livre et de la lecture en général doit interpeller toutes les composantes de notre société. Il ne doit pas seulement être du ressort des décideurs politiques, des professionnels du livre et des éducateurs, mais doit concerner particulièrement la jeunesse qui, en ces périodes de mondialisation, rêve d'un monde de savoir partagé. Les acteurs ont tous compris que le livre est un outil puissant pour partager des idées et des connaissances. Il peut transporter les lecteurs dans un monde imaginaire et les aider à comprendre le monde qui les entoure. J'ai été très honorée d'apprendre que le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture venait présider la cérémonie du lancement officiel de la Journée du livre et du droit d'auteur ici au centre Aminata Mbaye. Choix qui n'est pas fortuit parce que cela prouve nettement que les autorités étatiques prennent en considération cette couche de la population qui était très souvent laissée pour compte. La Journée mondiale du livre est l'occasion de rappeler l'importance de la protection de la propriété intellectuelle pour encourager la créativité et l'innovation. La Journée mondiale du livre et du droit d'auteur est donc une occasion de promouvoir encore cet outil indispensable et indépassable qu'est le livre et de mettre en exergue les actions visant à protéger la propriété intellectuelle. Le livre doit être plus présent dans notre vie quotidienne. À l'ère du numérique et de la prédominance des écrans, les livres et la lecture pourraient paraître en danger. Relégués au statut de reliques de temps révolus, loin d'être obsolètes, ils restent plus que jamais cruciaux pour le développement personnel et collectif des lecteurs. Merci Bou. Et puis un mot de sport, lutte avec frappe. Cette fois, c'est le roi des arènes qui s'insurge contre les propos jugés maladroits de Biram Souley Diop. Modulo invite les nouvelles autorités à plutôt aider à la structuration de la discipline. L'athlète s'est aussi exprimé sur son prochain combat contre Site lors d'un entretien accordé à IGFM, morceau choisi. Nous pouvons le dire, les promoteurs de lutte ne comptent pas sur les parrains pour financer leurs événements, surtout les grosses affiches qui mobilisent plus de 200 millions de francs CFA pour leur montage. Un parrain ne participe pas à plus de 2% du financement. Les nouveaux dirigeants du Sénégal doivent se focaliser sur le développement du monde de la lutte. Ainsi, le système de parrainage serait aux oubliettes.
Pour moi, certaines sorties n'honorent pas un grand responsable. Quand chacune de tes sorties médiatiques soulève un tollé, mieux vaut se taire. Siteu mérite tous mes respects. Dans la lutte, toute défaite est difficile à vivre. C'est pourquoi je donnerai tout pour gagner, comme lors de mes précédents combats. Pour traduire par cher Sadibou Diarra, retrouvez toutes ces informations sur notre site igfm.sn. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit sur TFM. Dans un tout petit instant, soir d'info, la suite avec Pape Abdoulaye Der et son invité. Bonne suite des programmes.